Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission que l'on consacre au patrimoine vivant, patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et tiens, aujourd'hui, on va parler réveillon. Et à la scène, comme en cuisine, notre invité est un pro du plateau. Il le remplit avec talent, c'est Alain Guichetot. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Attention mesdames et messieurs, et enfants de la balle et de la bonne table, il vous attend, le voilà. Le grand sage de l'œsophage, le saint Augustin de l'intestin, l'idole des jaunes d'œufs, Don Quichotte du moulin à légumes et à parole, grand maître queue, toqué du mortier, grand Manitou du faitout, chanteur de rap à fromage, sa cuisine est un spectacle. En magicien étoilé, Alain Guichetot réconcilie les œufs brouillés, retape les pâtes brisées, parle anglais couramment, fréquente le gratin. Sur le grill du matin au soir, il est à la fois au four à bois et au moulin à poivre, sur les planches et sur le fil dérisoire. Voilà, mesdames et messieurs, des années qu'il suit son cirque d'apprentissage, des années qu'il fait son musical buissonnière du côté de Molévrier, je crois, des années qu'il vit en autarcique de la piste au piano de cuisine, des années qu'il joue les utopistes de cirque. Chaque soir, le public est reçu sous sa coupole, sa saucissonne, sa nappe à carreaux, l'accordéon fait musette et le public est mené à la guinguette. Et alors, mesdames et messieurs, quand ce joyeux artiste de haute voltige décide de vous inviter au réveillon, le menu est copieux. Il en a fait des réveillons dîners au Chanel, les artistes se font danseurs étoiles cirées, virtuoses du piano de cuisine et se consacrent aux vraies valeurs. Sainte table et table de salle à manger et à danser, spiritueux et spirituel, recueillement de l'âme, gargouillement des estomacs. Confiteor et confit de canard. Dans son établissement, ses établissements, on sait lire dans les lignes de la faim. Sa véritable religion, mesdames et messieurs, les casseroles. Et d'ailleurs, comme tout à chacun, il traîne quelques casseroles. Les siennes sont émaillées, comme sa carrière, de belles réussites. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur en cette fin d'année d'accueillir cet artiste cuisinier, Alain Guichetot. Bonjour. Bonjour, bah dites donc. Merci. Beau texte. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, avec plaisir. Et oui. de venir pour ces fêtes de fin d'année sur le plateau de Comme Toujours. Ouais. Ces belles fêtes de fin d'année 2020. Oui, un peu particulières. Hein. Alors, avant de se lancer dans la discussion, que vous nous présentiez un peu votre parcours, vos restaurants, vos talents de cuisinier et d'artiste, permettez-moi de vous présenter, mais je crois que vous les connaissez. Ouais. Ces deux galurons. Ouais, je les connais. Lui aussi surtout, artiste cuisinier, évidemment, fantaisiste. Ah oui. C'est Jean-Pierre Pouvreau du Pocton, et puis Jean-Pierre Bertrand à Expo, aussi un homme de la scène et de la fête. Oui. Ouais, quand même. J'ai donné aussi. Vous avez tout dit. Eh ben, bonjour à vous. C'est lui qui m'a fait devenir ce que je suis. C'est vrai C'est à cause de lui. C'est vrai. Ah bah c'est bien. Ah, oui. Puis alors moi, c'est de sa faute à lui, monsieur. Donc en fait, nous tenons le coupable. Ah, ouais. Conduite en état d'hilarité. On me charge dès le début. Dès le là. départ. En fait, on a la paire, si je comprends bien. C'est ça. La c'est paire ça. de Jean-Pierre. La paire de Jean-Pierre, la Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre Pouvreau, je vois qu'il y a une bouteille. Alors, Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour cette émission? une de mes passions, c'est Oui. comme dans la cuisine rêve, c'est de faire rêver les gens, et c'est le Racontez des rêve. histoires. Voilà, c'est de raconter des histoires aux gens, et de belles histoires, Oui. tant qu'à faire. Et donc, il y avait une légende sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui était la légende de l'eau de vie de singe, qui est une légende vraie. Ça veut dire que c'est réellement... Vrai de vrai à peine inventé. C'est une vraie légende. Et donc, je fais revivre un petit peu la liqueur, l'eau de vie de singe qui a été retrouvée à Bretignolles. Voilà. Et ça, vous le faites goûter Et je le fais goûter à tout au restaurant au restaurant, ouais, on fait déguster l'eau de vie de singe en fin de repas de préférence. Et je raconte l'histoire de l'eau de vie de singe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est une histoire qui a été récupérée un petit peu en Afrique et ailleurs, qui s'est baladée. Voilà, elle a circulé autour du globe. Mais à Saint-Gilles, c'est la véritable histoire de l'eau de vie de singe, puisque le singe a été retrouvé. Il a été vendu à la vous nous en parlerez. je vous en parlerai tout à l'heure. À La Rochelle, voilà. À La Rochelle, d'accord. À La Wow. Rochelle.
Vous nous en parlerez dans un instant. La main sur le cœur, vrai de vrai. Oui, la vraie de vrai. Ok. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve. Jean-Pierre. On a la preuve. Jean-Pierre, je vois son petit sourire, Oui. son petit œil malicieux. Monsieur Doutret. Disons que je doute complètement parce que celui qui est à l'origine de l'histoire, c'est un certain Marcel Baudouin. Ah oui, non mais... Oui. Et c'est plus ou moins... D'accord. Non, mais alors là, j'ai des documents officiels. Attention. Alors attention, L'huissier est en coulisses. Hein. j'ai des documents officiels de la douane de La Rochelle. Jean-Pierre Bertrand, le réveillon, une tradition importante de longue date? Non, justement. Non. Non. On entendra 2 personnes en parler, mais le réveillon, c'est un phénomène sociétal récent, très récent. Ah oui. Très récent. Non, autrefois, quelques-uns, pour le soir de Noël, mangeaient Un petit une petite chose ouais. après la messe, parce qu'ils y étaient allés pour communier, donc ils étaient à jeun. À jeun, Donc il fallait quand même Ouais. Pour donner un peu de force. se restaurer un peu. Mais voilà, quant au réveillon du premier de l'an, ça n'existait pas. Ah bon? Non, voilà. Donc on est dans un phénomène sociétal nouveau. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça, mais c'est fait aussi les choses pour évoluer. D'accord. Hein. Bon, par contre, les gens d'une certaine société, n'est-ce pas, avaient des soirées autour Oui. de Marquer un peu quand plus même la chose. festives. D'accord. Bon, voilà, comme tout ça, ça s'est partagé à un moment de l'histoire. Bon ben, on écoutera vos témoignages dans un instant. Alain Guichetot, Oui. Dans le billet de présentation, je parlais de cuisinier, je parlais d'Arcis. C'est tout ça à la fois? Qui vous êtes exactement, monsieur Guichetot? Waouh. Alors, je suis le fils d'un père qui était déjà dans cette nature. C'est vrai? Qui animait à l'époque de la mère de Jean-Pierre, qui avait la Madelon. Mon père avait l'hôtel de l'Océan. D'accord. Et il animait les banquets des hôteliers. Donc la joie de vivre, La joie de vivre. vous avez grandi là-dedans. Voilà. Ouais. Et puis, il avait tout le temps derrière son bar des blagues, le moulin à farine. Puis il faisait il avait presque inventé le Club Med avant le Club Med. Ouais, Voilà. c'était Donc des je porte animations. ça vraiment de D'accord. lui. Ouais. Ouais. Et puis, forcément, comme étant d'une famille de restaurateurs, j'ai été d'abord cuisinier. Et puis, j'avais envie d'avoir ma liberté très très vite. Hein. La liberté, pour moi, c'est important. Et C'est mon premier restaurant, j'avais 21 ans. Et c'était La Loubine à Cholet. Oui. Et c'est devenu presque un petit cabaret, quoi. Un D'accord. petit cabaret où je racontais des histoires, je faisais des blagues en permanence. Je mettais des crabes vivants dans mes plateaux de fruits de mer pour que ça bouge. Je faisais manger C'était pas des... un plateau de fruits de mort, alors. Oui, presque. C'était pas un plateau de fruits de mer. Et donc, voilà, c'était devenu un peu un cabaret où les gens venaient pour rire. Oui, Beaucoup pour rire, Ouais. pour manger, mais aussi pour rire. Mais quand Jean-Pierre Pouvreau disait tout à l'heure, la cuisine, c'est raconter des histoires, c'est faire rêver les gens, c'est ça? Il y a une grande complémentarité entre... Ah, tout à fait, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. pas que de l'émotion que dans l'assiette. Hein. Ouais. Donc, faut dire qu'on a fait notre apprentissage ensemble au restaurant Galet à La Roche. D'accord. Vous On avait ça devait 17 ans. donner. On avait 17 ans et on faisait que de rire. Enfin, notamment que de rire. On faisait un peu de cuisine. Mais c'était que ça, C'est quoi. vrai. On faisait que des blagues, genre de mettre la boîte d'allumettes familiale à l'envers pour que le chef... Oui. C'était que ça. Et j'ai fait 6 mois de mon apprentissage avec lui. Ça a été... Allez, de Gugus. ouais, Ouais, vraiment, ouais. On fait des soirées rien qu'à raconter nos bêtises. Ah oui. Et pourtant, tenir un établissement après, on peut avoir la tête dans les étoiles, mais il faut quand même les pieds bien ancrés dans la Oui, terre. mais ça aide. Ça aide? Oui, ça aide parce que on le voit en ce moment. Hein, ceux qui ont le moral, c'est ceux qui tiennent le mieux. Hein. Ouais. Oui, ça aide vraiment. Donc les gens venaient prendre de l'énergie, venaient prendre de la joie, de la gaieté, et puis c'est comme ça qu'on a tenu aussi le coup à travers tout ce qu'on a vécu. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Et alors du coup, donc un restaurant à Cholet, et puis l'aventure continue après? Alors, ça a commencé un peu comme ça. Notamment, je faisais mon premier réveillon dans mon petit restaurant. J'étais complet.
Et puis, ma sœur et mon beau-frère avaient acheté le château de la Flosselière. Oui, Voilà. d'accord. Oui. Et j'avais plein de gens qui me demandaient le réveillon, et j'ai dit, ben non, je peux plus les prendre. Et puis, j'ai eu l'idée de demander à mon beau-frère, tiens, toi, t'as acheté le château de la Flosselière, moi j'ai plein de clients, t'as le château, j'ai les clients, on a fait un réveillon énorme. Il y avait 200 personnes. On a fait mon premier réveillon de grande fête était fait au château de la Flosselière. Ouais. Ça a fini à midi le lendemain. Enfin, bon, les gens en parlent encore. Ceux qui ne sont pas morts m'en parlent encore. Et vous officiez seul ou en animation, ou alors c'était vraiment une équipe? Comment vous là, je faisais pas spécialement d'animation. Je faisais de l'animation de réveillon, les cotillons, mais j'étais pas encore dans le spectacle. D'accord, vous n'étiez pas à cette époque dans le spectacle, d'accord. Ouais. Et pour moi, c'est ça, la définition. D'ailleurs, je suis allé voir la définition. C'est vrai que c'est complètement récent. Et moi, réveillon, c'est rêve et veillon. Mais oui, c'est-à-dire qu'on veille dans le rêve. Dans le rêve. Donc, ça a toujours été un peu de pouvoir apporter quelque chose d'émotionnel, et puis de la folie, quoi, aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et alors après, donc le restaurant, donc vous avez ce réveillon, et puis vous avez monté d'autres restaurants. Alors en fait, une fois qu'on a fait ce réveillon, moi j'ai pris mon pied, quoi. C'était comme on dit actuellement, le kiff. Hein, c'est ça. Et dans ce château où il y avait toutes les époques, hein, la Fosselière, ça part du Moyen-Âge à la Renaissance. Et j'ai proposé à ce moment-là à mon beau-frère et à ma sœur Danielle, de monter un restaurant événementiel ici. Et donc, c'est parti comme ça. Donc j'avais mon restaurant à Cholet, plus les événements à la Flosselière. Et ça a duré 3 ans. Et à un moment donné, il y a un de mes amis qui a découvert le château de Molévrier. Oui. Et il m'a fait visiter le château de Molévrier, parce que j'étais en train d'acheter le château de la Flosselière à mon beau-frère. D'accord. Puis quand j'ai visité le château de Molévrier... Coup de cœur. C'est vrai. C'est pas possible. Mais c'était une folie, quoi. J'avais 26 ans. Et j'ai été visité. Et la première visite, c'était les pères du Saint-Esprit qui avaient ce château. Ils nous ont mis dehors. Raoust. Je leur ai dit, d'ailleurs, je savais pas que... une congrégation pouvait être le Troisième Reich, Raoust, et en fait, au culot, j'ai appelé la congrégation à Paris, et de fil en aiguille, ça a été c'est du culot. Ah ouais, c'était au culot, vraiment. Ouais. Et j'ai mis 1 an pour acheter parce que j'avais pas l'argent. Ouais. Et j'ai été chercher des actionnaires dans la famille, dans les amis, et j'avais 60 actionnaires. Qui m'ont mis chacun un peu, et puis j'ai réussi à acheter le château parce que je pouvais pas avoir accès aux banques étant donné que j'étais trop jeune. Très jeune, et donc il a fallu d'abord que j'achète le château pour pouvoir après faire un emprunt pour acheter du mobilier et tout ça. Bon, ça forcément grâce à l'accompagnement de mon père qui m'a beaucoup accompagné. On va marquer une pause. On reste à ce niveau-là de l'histoire. D'accord. 60 actionnaires. Bon compteur. Hein. Donc ça, la suite tout de suite. Mais avant, vrai steak ou faux filet, séparer le vrai du faux. Le faux grain de livret, il le faut, cher ami. C'est le moment de passer à table avec Jean-Pierre Pouvreux et une drôle d'histoire. Saint-Perlipopette, quelle histoire. Alors voilà le fruit d'une controverse sur la légende de l'eau-de-vie-singe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Jean-Pierre, tu m'as dit que tu doutais fortement que ce soit l'original. Alors, arrivons-en aux preuves. Bon, d'abord le rêve, avant les preuves. Le rêve, moi je fais revivre un petit peu l'eau-de-vie-singe depuis 35 ans. Avec une reconstitution gustative approximativement authentique. Voilà. Ça veut dire que ça doit donner du plaisir. Voilà. Et donc, moi, je faisais déguster à tous mes clients mon eau-de-vie-singe à moi, mon interprétation à moi, du goût que ça devait avoir à l'époque. Voilà, c'était un choix personnel. On le dégustera tout à l'heure et je vous donnerai la recette de l'eau-de-vie-singe reconstituée. À la Jean-Pierre Pouvreux. Oui, à la Jean-Pierre Pouvreux. Ça marche. Alors, l'authentification de un singe pour 10 litres d'eau de vie. Un singe pour 10 litres d'eau de vie. Il y a
Roland Mornay, qui est un écrivain vendéen, qui a écrit toute une série de livres fort intéressants sur les épaves, sur les naufrages. Et donc, il a étudié un petit peu le singe, ça s'appelle le singe venu de la mer. Voilà. Alors, donc, c'est un fascicule qu'on a du mal à trouver à l'heure actuelle, à moins qu'il le réédite. Et donc, il explique un petit peu l'eau de vie de singe. Comment le singe a été retrouvé. Il faut savoir que après les grosses tempêtes, les marins vont récupérer ce que la tempête a laissé sur les plages. Ouais. Voilà. Et alors, il y avait une grosse tempête qui avait duré plusieurs jours, apparemment. Et donc, il y a les marins de Saint-Gilles habitaient souvent à Saint-Hilaire ou à Bretignolles. Enfin, ils habitaient loin, pas auprès de la mer. Ils se protégeaient des éléments. Ils en avaient, quand ils étaient en mer, c'était assez dangereux. Donc, ils avaient des petites maisons plutôt à l'abri des embruns. Et donc, ils allaient, les lendemains de grosses tempêtes, ils allaient sur la plage et puis ils ramassaient tout ce qu'il y avait. Et là, apparemment, ils ont vu une barrique qui était échouée. Voilà, ils étaient 3 bons copains. Donc, voilà ce que dit la légende. La barrique était échouée et ils l'ont ramenée donc à Bretignolles. Ils l'ont goûté, mais il fallait déclarer la barrique. Normalement, ça déclare aux douanes. Tout ce qui est trouvé sur la plage après les tempêtes, il faut le déclarer aux douanes. Et c'est là où la tournure de la légende prend une allure vraie et authentique. Voilà. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. La découverte du singe a été faite par Monsieur Artaud. Léon Artaud. Léon Artaud de Bretignolles. Donc, le singe a été acheté par un gars de Saint-Gilles, par Boutin. Donc, évidemment, c'est Saint-Gilles qui a le singe, mais c'est eux. C'est Bretignolles. C'est Bretignolles qui est le propriétaire intellectuel du singe. Il pourrait y avoir une bagarre de clocher là-dessus. Oui, vous allez provoquer là. Oui, voilà. On va tout faire pour que ça n'arrive pas. Tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, alors, voilà un petit peu le truc. Et alors, donc, ça, c'est déposé dans les douanes. Aux douanes, voilà le document officiel qui est déposé aux douanes de La Rochelle, qui est une base où ils ont toutes les douanes du Grand Ouest. Et voilà, date de l'invention. L'inventeur, c'est le découvreur. D'accord, c'est celui Léon qui découvre. Artaud. Et donc, l'inventeur, Monsieur Artaud, a découvert donc une barrique contenant un cadavre de singe en assez bon état de conservation, sans marque extérieure. Évidemment, ce qui était conservé dans le rhum. Voilà. Lieux de l'épave ont été découverts à la côte de Bretignolles et sont déposés au bureau de la marine de La Rochelle. Alors voilà le document officiel du découvreur. Oui. Voilà. Et alors ensuite, évidemment, il y a des ventes aux enchères. Et tout ce qui a été récupéré sur les plages est vendu aux enchères. Et voilà le procès verbal. Qui dit de la vente d'épaves. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier. Non. Une barrique contenant un cadavre de singe a été rachetée par M. Boutin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lui qui a interprété cet acte authentique avec une série de cartes postales qui est complètement une vue d'esprit. Voilà. Et donc, les gens, la carte postale de la famille Boutin, c'est une mise en scène de l'eau de vie singe. Voilà. La réalité, c'est que l'eau de vie, le tonneau contenant le singe momifié dans l'alcool, a bien été trouvé sur la plage de Bretignolles. Ça a été récupéré par la douane. La douane les a mis à vendre de façon officielle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et comme M. Boutin était commerçant à Saint-Gilles, il fabriquait des bols, il fabriquait avec les noms, c'était un faïencier. Il a trouvé opportun d'en faire une série de cartes postales qui a fait un carton. Et donc, évidemment, la légende, elle est surtout sur les cartes postales. Mais le singe, quand même, il est toujours à Saint-Gilles. Ah oui. Donc, la légende qui en a découlé circule sur tous les pays. L'Afrique, le Moyen-Orient, partout, ils ont trouvé un singe momifié dans l'alcool. Mais le vrai, il est de La Saint-Gilles. main sur le cœur. Le vrai, il est de Saint-Gilles. Je dis ça pour que tu puisses rectifier. Ah, mais j'ai vu le singe. Vous l'avez voilà. vu. Alors, J'ai vu le vrai singe. croyant ou faux sceptique, Voilà, monsieur voilà. Non, Vrai, mais, faux c'est une belle histoire, déjà. Puis je trouve que ce serait dommage qu'un jour on perce la vérité. Bien sûr. Donc C'est la vérité, ça. Puisque le singe est là. Oui. Ah non, il a perdu un petit peu de poil. Bon, il a un petit peu de poil, mais donc ça c'est la vérité. Alors évidemment,
c'est intéressant de faire vivre bien sûr, cette légende. cette belle histoire. Et alors donc, je vous ai ramené la recette de l'eau de vie de singe telle que moi, assez rapidement. Voilà, oui, rapidement. Je vais être très rapide. Bon, alors il faut 1 litre de rhum dans le commerce, les zestes de 2 oranges, plus le jus d'une orange. Et vous mettez un sirop avec 40 centilitres d'eau et 2 clous de girofle, et vous mélangez un petit peu les zestes d'orange qui ont mariné pendant 1 mois avec ce sirop, et vous aurez évidemment un petit peu l'histoire de l'eau de vie de singe en mémoire très 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 longtemps après avoir dégusté ce délicieux breuvage de l'eau de vie de singe. Et pour terminer mon histoire, la confrérie de la Sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que je connais très bien, a mis au point une liqueur de singe qui est une version édulcorée de mon eau de vie de singe, qui vendent sur tous les foires et salons avec la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont je vous passe en dégustation un petit verre, un petit fond d'eau de vie de singe, si vous voulez déguster. Merci beaucoup. Voilà. Avec modération, bien évidemment. Avec modération, autrement c'est pas possible. Je sens qu'il trépigne d'impatience. Non. Je vais vous passer la parole tout de suite, Jean-Pierre. On va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Non, mais j'en rajouterai pas. J'ai vu le singe. Donc voilà. Point barre. Moi, je sais qui sont les personnages acteurs. Ah oui, d'accord. Boutin, bon, oui, c'est sûr. voilà, Marcel Baudouin, bon voilà. Et la même histoire est un peu racontée un peu partout. Bon, c'est une belle histoire. Puis je crois qu'il faut la garder l'entretenir. intacte. Ouais, Non, mais là, on a quand même le singe qui était momifié dans l'alcool. Donc il y a quand même le côté authentique. La version... Non, mais c'est un fait ordinaire. c'est un fait ordinaire, oui. Parce que tous les animaux qui étaient envoyés vers les muséums de Oui. Paris et partout étaient conservés dans Oui. l'eau de vie, oui. que ce soit du rhum ou autre Oui. chose. Comme les fois, les gésillés, l'apprentissage. Souvenir d'apprentissage. Alors, des Oui, témoignages. deux courts témoignages. Sur les fêtes familiales du 1er de l'an, on va entendre Madeleine Bonneau, qui est de Saint-Michel en Lerme, qui va nous parler de ça dans les années 1920. D'accord. Eh ben, on écoute. Il y avait aussi des fêtes familiales pour se distraire en famille. Oh. Les anniversaires, est-ce que c'était une fête? Est-ce que c'était fêté? Oh, non, pas beaucoup. Les fêtes qui me rappellent en famille, c'était au 1er de l'an. Quand on allait chez ma grand-mère, là, Oui. les enfants se réunissaient tous. Et puis alors, quand on fêtait le 1er de l'an, on souhaitait la bonne année. Alors la grand-mère faisait tout un repas, quand on se réunissait. C'était les fêtes de famille. Oui, c'est ça. Ou alors quand il tuait le cochon, parce que ma grand-mère était avec une de ses filles, alors quand le tuions le cochon, eh bien, on était toujours invités à aller manger la tête au cochon, qu'on disait. Oui. Ouais, c'est Oui, excellent. notre vie de singe pendant qu'on écoute et on regarde. Jean-Pierre, je vous en prie, Alors, enchaînez. Notre deuxième témoignage va plutôt être ce qu'est la réalité d'avant de nos réveillons. Et c'est ce qui se passait le soir de Noël. Et on va entendre Madeleine Coupois, qui est de la Caillère Saint-Hilaire et qui se souvient en 1935 de ce qu'elle va nous raconter. On écoute. On faisait la veillée, on attendait jusqu'à minuit, et à minuit, on allait à la messe de minuit, on allait chanter Minuit chrétien. Il y avait monsieur le père Pinault qui avait une voix de centaure, qui chantait Minuit chrétien. Alors, je vous assure, il n'y avait pas besoin de haut-parleurs, ça résonnait. Et on chantait, la messe de minuit, c'était à minuit, c'était vraiment la messe de minuit. Et puis après, on rentrait gentiment, et là, on avait son orange, et puis on allait coucher. Le lendemain matin, on avait peut-être quand même un petit chocolat au lieu de... Je sais même pas, je ne me rappelle pas. Mais maman préparait quand même une bûche de Noël. Ah oui. Et on voit les photos. Merci Ah, la beaucoup, vache. Jean-Pierre. On voit les photos qui défilent, puisque donc vous avez acheté avec les 60 actionnaires et l'aide de votre père le château, et vous en faites un lieu de spectacle et de restauration. Alors d'abord, À Molévry. d'abord de restauration. Oui. Comme j'avais une belle clientèle à Cholet Ouais. avec mon petit restaurant de fruits de mer, donc mes clients sont venus faire leur réception, leur légion d'honneur, les mariages, etc. Ouais, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, il a fallu trouver aussi des éléments pour pouvoir faire tourner la boutique. Ouais.
Donc il y avait le Puy du Fou, bien Oui. sûr, puisque j'ai acheté en 77, donc D'accord. c'était Ouais, la c'était le première démarrage. année du Puy du Fou. Donc là, on faisait beaucoup de... Enfin, j'allais faire le commercial Prospecter, ouais. en parlant Château Colbert, Puy du Fou, et puis hop, les gens ils nous situaient rapidement. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai monté une journée que j'appelle la journée détente, on appelait la journée détente, avec le parc oriental. D'accord. C'est moi qui ai commencé à ouvrir le parc oriental. Ouais. On a monté des courses de lévrier avec la famille de Romans. D'accord. Ouais, oui, d'accord. les premières courses de lévrier avec des bons qu'on avait. C'était avec les clients du château. La visite du château par Louis Ouvrard, qui était écrivain paysan. D'accord. Donc il faisait la visite du château avec le grand-père Jacques qui faisait la visite du château. Et puis j'avais donc monté mon spectacle. Alors mime, c'est très rapidement. Je l'ai fait avec Bertrand Lotte, le magicien D'accord, Bertrand Lotte. Et moi je faisais du mime de Jacques Brel. Je suis passionné de Jacques Brel, je fais toujours des spectacles. D'accord, toujours on peut vous voir en scène. Et puis après, Bertrand faisait la partie magie et moi je faisais la partie sketch. D'accord. Et donc on a monté la journée détente et on faisait 30 000 couverts, un peu comme Jean-Pierre a fait avec le Poucton. Avec le Poucton. C'est d'ailleurs l'époque où j'ai commencé à vendre la noce maraîchine l'année où il a brûlé. Oui. Ah oui, d'accord. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, t'as brûlé. Ouais. On pourrait parler des heures et des heures, et je vois que le compteur nous annonce que c'est déjà la fin de l'émission, mais en tout cas on peut vous retrouver sur scène. Vous continuez aujourd'hui de... Alors c'est dans des soirées plutôt privées, soit parce qu'il y a de la relation amicale, ou dans les stages de bien-être que l'on fait pour travailler la relation. Et puis j'ai cru comprendre que toute la famille était artiste également. Voilà, Benjamin, Ben Rose, Rolly Balloon, enfin toute la famille. Grande famille d'artistes. On a fait une soirée magie familiale avec Jean-Pierre. Ça mériterait d'autres émissions. Ah ouais, le temps passe bien vite à vous écouter. Merci beaucoup, merci de votre venue. Et puis merci pour l'autre ça. Il l'a bien vendu. C'est contre le coronavirus. Voilà, nous avons c'est le pas vaccin. sur les mains. C'est pas sur les mains. Merci beaucoup les Jean-Pierre. À bientôt. À très bientôt. À bientôt.